Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Simon Keane prend sa revanche. Tyson Fury se prend lui pour Apollo Creed. Et l'été c'est fait pour jouer parce que pour la dernière émission de la saison, je reçois Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes sur la scène pugilistique, tant québécoise que mondiale, au cours des derniers jours, à commencer par le gala d'Eye of the Tiger Management, qui était présenté au centre Gervais Auto de Shawinigan, se mettant en vedette Simon Keane contre Dylan Carman, qui remettait ça. On se souvient, le 6 octobre dernier, Carman avait envoyé 2 fois au plancher Simon Keane, dont une fois au 4e round. Keane ne s'en était jamais remis. Première défaite en carrière pour le poids lourd de la Mauricie. Et là, c'était l'heure de la revanche. Et il a réussi à venger cette défaite. Ouais. Victoire par arrêt de l'arbitre au 3e round. Mais, après 2 rounds, on avait l'impression d'un peu beaucoup rejouer dans le même mauvais film d'octobre dernier, c'est-à-dire que Carman était en contrôle de la situation. Son jab, notamment, sec, puissant, de la tête de Keane qui a volé pendant plusieurs minutes, surtout au cours du premier round. Le deuxième s'était terminé à l'avantage de Keane. Il avait réussi à ébranler l'Ontarien qui s'était retrouvé le long des câbles, mais on n'avait pas l'impression qu'il était en contrôle, le beau Simon. C'est ça, c'est vraiment une question de contrôle. Oui, il l'a atteint, mais on a revu les mêmes défauts que dans le premier combat. Une défense qui n'est pas forcément très étanche. Un jeu de pied qui est déficient. Il a souvent été en déséquilibre, Simon Keane. On l'a vu quand il est bien placé en face, c'est correct, mais dès qu'il y a un corps à corps ou quoi, les pieds sont un petit peu n'importe comment et on voit un gros déséquilibre. Il n'est plus en position de frapper et il est en position vulnérable pour se faire attaquer. Le jab de Carman, comme tu l'as dit, a été précis, l'a beaucoup dérangé. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il garde les mains quand même assez basses. Il n'a pas les mains hautes pour bloquer. Il a un peu plus bougé la tête que dans le premier combat. C'est la seule amélioration que j'ai vue de son côté. Mais ça, il ne l'a pas fait tout le temps. Il l'a fait de temps en temps, notamment sur les crochets où il est passé en dessous. Mais sur les jabs, il les encaissait de plein fouet. Et on n'a pas vu une grosse progression de sa part entre le premier et le deuxième combat. Ça aurait pu, on avait dit que le premier combat aurait pu aller d'un côté ou de l'autre parce que Carman était allé au tapis aussi, il aurait pu se faire arrêter. Ben, ce deuxième combat, il aurait pu aller d'un côté ou de l'autre aussi. Ça aurait pu être le même scénario que dans le premier combat. C'est 1-1 les deux combats, mais les deux auraient pu aller d'un bord ou de l'autre parce que les deux boxeurs étaient vulnérables à chaque fois. Carman aussi a été vulnérable, mais on connaissait déjà ses lacunes. Mais Simon Keane m'a un petit peu inquiété parce qu'il n'a pas montré vraiment de progression entre le premier et le deuxième combat. C'est inquiétant pour la suite des choses. Pour la suite de sa carrière, je pense qu'il faudra revoir les aspirations à la baisse. Il ne faudra pas avoir des attentes trop élevées, des attentes irréalistes. On va voir Simon Keane, il va nous donner des bons combats nationaux, des bons combats probablement nord-américains, mais je pense qu'il ne faut pas viser beaucoup plus haut que ça. Dans son cas, il ne faut pas avoir des attentes plus hautes que ça, à moins d'une progression fulgurante dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je pense qu'il faut revoir un peu les attentes à la baisse. Oui, parce que là, Carman, évidemment, a réclamé un 3e combat. Il dit une trilogie, ça pourrait intéresser tout le monde. C'est 1-1, pourquoi pas départager la grande question une fois pour toutes. Et il ne s'est pas fait déclasser. Par contre, Simon Keane ne semblait pas nécessairement chaud à l'idée d'un 3e combat. Promoteur Camille Stéphane lui a un peu atténué les choses en disant « écoutez, j'ai toujours eu l'habitude d'offrir au public les combats qu'il réclamait, alors pourquoi ce serait différent cette fois-ci? S'il y a vraiment un intérêt marqué pour un 3e combat, on va le faire. » Là, ce qu'on nous a expliqué sur le coup, on vise peut-être un combat contre Mladen Miljas, qui est champion canadien des poids lourds, mais qui a défendu son titre, je pense, en 2017 pour la dernière fois. Il a été contacté par des gens qui gravitent dans le milieu de la boxe et ce qu'on nous disait, c'est qu'il n'est pas vraiment intéressé. Bon, on sait d'un autre côté que Eye of the Tiger a l'habitude des fois de dérouler les billets verts pour inciter des boxeurs à venir combattre contre ceux de leur écurie. Donc, c'est tout à fait dans le jeu des négociations de vouloir faire monter les enchères le plus possible.
D'autant plus que pour Mijar, c'est pas un combat qu'on pourrait dire perdu d'avance. Il avait battu Carmen au deuxième round et jusqu'à preuve du contraire est invaincu. Donc ce serait lui largement le favori pour ce combat-là. Oui, ça serait lui le favori et ça serait. Mais c'est le genre de combat que Simon King peut offrir au public québécois à mon avis. Genre de combats nationaux. C'est dans ces combats-là qu'on va le voir. Moi, ça m'intéresserait de voir ce combat-là. Il ne serait pas le favori à mon avis, King, mais il serait capable d'offrir un bon combat quand même. Pourquoi pas de gagner. Écoute, avec la force de frappe qu'il a, il peut battre n'importe qui s'il arrive à connecter comme il faut. Mais on a dit, c'est pas un encaisseur. Il a une défense qui est un peu déficiente aussi. Donc, quand tu peux mettre l'autre KO et que tu peux te faire mettre KO toi aussi, ben, ça donne généralement des combats intéressants. Là, contre Carman, techniquement, c'était pas très beau. Mais c'était quand même un combat où il y a eu beaucoup d'action et le public était dedans, le public était impliqué. C'était pas le combat le plus... mettons, pour les entraîneurs, ils peuvent s'arracher un peu les cheveux quand on voit des erreurs techniques qu'il y a eu. Mais écoute, si c'est les combats que les supporters de Simon King veulent voir, ils vont en avoir des combats de ce style-là parce que c'est sa manière de se battre. C'est comme ça qu'il se bat. À mon avis, ça va pas changer tout au long de sa carrière. Donc... c'est ça. Et que penses-tu de ce que Carmen a dit après le combat? Bon, a reconnu, Simon King s'est beaucoup amélioré, a expliqué notamment qu'il bougeait beaucoup plus la tête. En même temps, ça ne l'a pas empêché du tout lui Carmen aussi, il lui a bougé sa tête. Et disait, surtout ce qu'il reprochait, c'est que le combat a été arrêté beaucoup trop rapidement à son avis. Alors qu'il était en difficulté après avoir été le long des câbles, semblait se diriger vers le coin où Simon King était. Ouais, il lui tournait quasiment le dos. Ouais, il était plus vraiment là. Je pense pas que le combat était... Son excuse, c'est on cherchait un moyen à tout prix d'arrêter le combat et là, on a sauté sur cette occasion-là. Non, si ça avait été ailleurs, un autre arbitre, le combat aurait été arrêté à ce moment-là aussi. Il était déjà allé au tapis lourdement sur le crochet gauche, la première chute au tapis, et là, il se faisait ébranler. Il a été atteint plusieurs fois de suite, sans répliquer, sans vraiment se défendre de manière coordonnée. Il était même plus en face de Simon King quand le combat a été arrêté. Il était en train de tituber le long des cordes. Donc non, je pense pas que ça a été arrêté trop rapidement. Je pense que c'était un bon arrêt de l'arbitre. C'est justifié. Après, quand il dit que Simon King s'est beaucoup amélioré, là je suis un peu moins d'accord. Qu'il a amélioré un petit peu sa défense en bougeant mieux la tête, oui. Mais il l'a pas bougé tout le temps sa tête. Parfois il faisait des belles esquives, surtout sur les crochets où il passait dessous. Mais des fois il restait la tête immobile et il avançait. Et là, bim, il se faisait atteindre par un jab. Donc oui, il a amélioré sa défense, mais il y a encore nettement la place à l'amélioration de ce côté-là pour Simon King. Il expliquait que c'est à partir du moment où il a arrêté de suivre son plan de match, que décidé d'échanger coup pour coup, que c'est là que ça a commencé à dérailler. Ce qui est particulier, c'est qu'on croyait que c'était l'inverse. Ouais. Ça aurait été l'inverse comme au premier combat, et c'est lui qui s'est fait jouer un tour. Intéressant, après, en mêlée de presse, Camille et Stéphane brandissaient tout sourire un rapport de statistiques avancées qui disait toutes sortes de choses. Bon, on a calculé tout ce qui s'était produit, les séances de sparring, les séances de shadowboxing, les séances de mitaine. Tout a été calculé pour déterminer à quel moment il y avait des baisses de régime et tout. Et à la fin, il y avait un indicateur qui nous disait que le combat allait se terminer aux alentours du troisième round. C'était une moyenne mathématique, 3,1 ou 3,2. Je ne sais pas. Je dois avouer, je suis un fervent, moi, des statistiques avancées, notamment dans des sports comme le baseball ou encore le hockey. Je démontre une belle ouverture d'esprit par rapport à ça. Je ne suis pas borné. Par contre, je trouve qu'en boxe, c'est un peu beaucoup pousser le bouchon, d'autant plus que on avait très bien vu ce qui s'était passé pendant les deux premiers rounds. Et là, l'avantage d'aller, Adrien, sur place pour les combats comme j'étais à Shawinigan, il y a quelqu'un qui avait lu mon article le lendemain en disant, bon, je rapportais les propos de Camille et Stéphane comme je viens de le faire juste ici, en parlant des statistiques avancées. Et on me disait, écoute, ça servait surtout de motivation à Simon King. Et là, on a eu une discussion dans le corridor, en dehors des zones, et tu m'as dit, mais à quel point on a besoin d'être motivé quand il y avait beaucoup de choses sur la ligne. D'ailleurs, Simon King n'a pas du tout vraiment aimé, quand je lui ai demandé après le combat, de l'avis de plusieurs personnes, c'était un peu une question de est-ce que ta carrière pourrait prendre une tangente là, vraiment sur une pente descendante en cas de défaite? Et il a dit, ouais, mais pourquoi ma carrière s'arrêterait? C'était pas le fait que la carrière s'arrêterait, mais on est
Les attentes. Ouais. Les attentes est nettement moins en position de force pour négocier avec une deuxième défaite contre Dylan Carmen. Mais je pense qu'on peut se demander encore une fois pourquoi avoir besoin d'être motivé. D'ailleurs, Jimmy Boisvert, son entraîneur, avait dit également après le combat qu'il y avait eu une sérieuse discussion pendant le camp d'entraînement parce qu'il aimait vraiment pas du tout ce qu'il voyait, trouvait que son boxeur était peu motivé, démontrait pas beaucoup d'ardeur à l'entraînement. Donc, qu'est-ce que ça va prendre là, pour retrouver l'étincelle et du feu dans les yeux? Ouais, quand ta carrière est sur la ligne, entre guillemets, t'as pas à chercher de la motivation ailleurs. C'est ça ta motivation, c'est de pouvoir continuer ta carrière et de remplir les objectifs que tu t'es fixés en passant pro. Écoute, c'est un petit peu bizarre qu'il ait besoin de motivation supplémentaire. Heureusement, j'espère qu'il a réglé ça dans cette discussion entre quatre yeux, mais c'est quand même inquiétant qu'il ait besoin qu'on le recadre comme ça avant un combat aussi important pour lui. Et aussi, on sait des fois les grandes vérités se disent autour d'une pinte de bière ou encore d'un verre de vin. Dans ce cas-ci, à Shawinigan, ça a été autour d'un café et des œufs bacon. Et le sentiment général à la suite du combat, des observateurs indépendants qui sont quand même assez crédibles, est-ce que Dylan Carmen a tout donné pour remporter ce combat-là? Je pense que oui, parce que c'est pas le genre de gars qui vient pour... On faisait un peu un parallèle de ce qui s'était produit en Russie. Oui. À son dernier combat. En Russie, c'était différent parce que contre Romanov, il s'est fait déclasser au premier round, il s'est fait envoyer au tapis, il voyait bien qu'il n'y avait aucune chance de l'emporter. Il s'est quand même fait atteindre par un cogneur avec pas mal de puissance, Romanov. Donc, il aurait peut-être pu continuer un peu plus, mais il se serait fait mettre KO au deuxième round. Donc, pourquoi subir plus de dommages quand tu penses que tu n'as aucune chance de gagner? Je trouve ça normal, la manière dont ça s'est passé en Russie. Je pense pas que ça a été la même chose là, parce qu'il n'a pas donné une raison à l'arbitre. C'était pas volontaire de donner une raison à l'arbitre d'arrêter le combat. C'est parce qu'il a encaissé des coups et qu'il était en déséquilibre et qu'il a encaissé vraiment plusieurs coups à la suite. Donc non, je pense pas que ça soit une question pour lui de ne pas avoir tout donné. Il a essayé et cette fois, ça aurait pu se passer exactement de la même manière dans le premier combat, mais cette fois-ci, ça a joué contre lui. Je pense pas que c'est une question pour lui de motivation ou d'avoir tout donné ou pas. Non, je pense pas. Et comme on dit, il avait l'air beaucoup trop heureux d'être content après sa défaite, blaguait un peu avec tout le monde. Même Simon King l'a remarqué en disant « Écoute, moi, quand je me suis fait battre, là, j'étais détruit, j'étais tellement déçu, j'avais à la limite honte. » Lui, trouve ça bien correct, puis réclame le troisième combat. Mais il a déjà perdu avant Carman, donc il est déjà habitué. Le plus dur, c'est la première défaite, je pense. Après, tu sais déjà ce que ça fait. Donc, bon, t'as déjà perdu, c'est pas pareil que quand c'est la première. Bref, je pense ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a été en mesure de venger cette défaite-là, mais comme tu l'as si bien mentionné, il faut, je pense, à partir de maintenant, modérer les attentes. Et il y avait quand même au-dessus de 3500 personnes au Centre Gervais Auto pour ce gala-là. Il va continuer à attirer du monde. Donne-moi d'autres boxeurs qui sont capables de vendre des billets. Écoute, on va en parler un peu plus tard, mais Marie-Ève Dicker se bat en combat de championnat du monde le 28 mai. Et là, on a appelé à la rescousse Yann Pellerin. Dans un article de La Voix de l'Est, il dit « Je suis là parce que j'ai la capacité de vendre des billets. » Donc, si on a appelé Pellerin à la rescousse et qu'on va lui remettre un nombre X de billets, c'est parce qu'on veut qu'il soit écoulé et que ça va pas très bien. Là, on est présentement le 19. Donc, je te laisse. C'est très bientôt. On est à une dizaine de jours là, de l'événement. Donc, qu'un boxeur soit capable de remplir un amphithéâtre, parce que, bon, il y avait d'autres talents locaux en sous-carte, mais on sait que l'attraction principale, c'était Simon Keane. D'ailleurs, on va probablement y retourner d'ici la fin de l'année. C'était le souhait qui était exprimé parce qu'encore une fois, ça a été une soirée là, dans l'ensemble qui a été remplie de succès. Notamment, bon, Lexon Mathieu, belle victoire encore une fois. Malheureusement, son combat a été présenté après celui de Simon Keane. C'était le swing bout, est tombé un peu dans l'oubli. Sinon, victoire quand même assez surprenante d'Adranik Grigorian. Pas tant qu'on s'attendait à ce qu'il perde, mais il l'a fait de manière expéditive. Un knockout. Il était beau celui-là. Deuxième round. Et même
on s'en parlait, un peu ouvert son adversaire mexicain. Donc, Grigorian a profité de l'opportunité comme jamais. Et là, ça lance quand même un grand coup, un titre de la NABA des poids plumes qui était en jeu. Donc, on peut penser logiquement à une place parmi le top 15 lors de la prochaine mise à jour du classement de la WBA. Ouais, surtout avec la manière dont ça a été fait. Là, il impressionne les bons de la WBA. Donc, c'est une très bonne chose parce qu'il n'est pas habitué au KO, Grigorian. Donc, de l'avoir fait de manière aussi spectaculaire, il a bien préparé sa droite. Tu as vu qu'il attendait l'opportunité, il attendait l'ouverture pendant quelques secondes et quand il a déclenché, ça a atterri en plein dans le mille. Vraiment un très beau KO, bien fait, bien préparé. Écoute, je pense qu'il va entrer dans le top 15. C'est pas une garantie, on l'a vu avec Francis Lafrenière, avec Mathieu Germain. Bah, c'est deux exemples. Ouais. Donc c'est pas une garantie, mais je pense que dans son cas, il va y arriver à cause de la manière dont il a remporté ce combat-là. C'était spectaculaire, c'était techniquement bien fait. Je pense qu'il va entrer dans ce top 15. Et la seule chose, pourquoi pas de ceinture? Les gens ont oublié la ceinture. C'est un moment qui est important pour un boxeur. C'est pas une ceinture de championnat du monde, mais c'était son premier titre mineur en carrière. Et même, on le voyait, elle réclamait comme ça, je veux ma ceinture. Et ça a bien tombé parce que, pardonne-moi l'anglicisme, le pacing du show était un peu particulier. Après, on va en parler dans quelques instants, après le combat d'Adam Braidwood, là, il y avait énormément d'effervescence. La foule était survoltée. Beaucoup de gens qui étaient présents pour les combats préliminaires. Et là, on a senti un petit... disons, ralentissement. Là. Les combats, c'était pas trop spectaculaire. Et là, quand Grigorian est arrivé, là, ça a réchauffé la foule qui était pompée pour l'arrivée de Simon King. Juste dommage pour Grigorian de ne pas avoir sa ceinture autour de la taille. Adam Braidwood, lui, enfin disputait un premier combat depuis sa défaite contre Simon King, a été ovationné par la foule du centre Gervais Auto. On a démontré beaucoup de respect à celui qui était venu se battre pratiquement un an jour pour jour contre Simon King, qui avait essayé quelque chose, avait essayé de l'emporter, a été gentleman. Il y a une histoire fascinante et avait énormément de choses à raconter après son combat. Ça a été une belle performance. On a vu beaucoup de progression entre le boxeur qu'il était depuis il y a un an jusqu'à maintenant. Lui aimerait ça, avoir un combat revanche contre Simon King. King, lui, n'est pas nécessairement très chaud à l'idée, sent qu'il n'a absolument rien à gagner, mais d'un autre côté... Vu l'accueil du public, je pense que ça serait bien reçu de la part des gens, peu importe où au Québec. Les gens connaissent Braidwood, ils l'apprécient, et que s'il y a un deuxième combat, je ne vois pas pourquoi les gens ne seraient pas intéressés à le voir, parce qu'il va offrir de toute manière un bon spectacle, et c'est vrai qu'on a vu une nette amélioration au niveau de la technique de Braidwood, qui est moins brut, qui est un petit peu plus raffiné. C'est pas devenu Floyd Mayweather non plus, mais c'est un petit peu plus raffiné que ce que c'était il y a un an. Oui, d'ailleurs, il nous a dit qu'il y aurait possiblement, je voulais bien prononcer le nom, mais Stan Surmkaz, ouais, un combat prévu dans l'ouest du pays, possiblement à Edmonton. Donc, on pourrait voir certains poids lourds s'affronter et faire un genre de mini-tournoi non officiel. Et tout ce beau monde-là pourrait se réaffronter dans un futur éloigné, ce qui est intéressant parce que si on sent que ça bute tant au niveau nord-américain que mondial, ben pourquoi pas faire en sorte que les boxeurs d'ici s'affrontent? On voit à quel point ça génère énormément d'intérêt. Je te dirais, les débuts professionnels de la nouvelle recrue d'Eye of the Tiger, Avery Martin Duval, ont été remarqués. Une belle victoire également avant la limite, par arrêt de l'arbitre au premier round. Donc, premier combat, c'est un moment important dans une carrière, mais il vient tout juste de célébrer ses 18 ans. Donc, il a été champion canadien à quelques reprises dans les rangs amateurs. Donc, on va suivre sa carrière avec intérêt. Et on voit que Jesse Ross Thompson, l'entraîneur, commence à prendre du galon. On voit plusieurs jeunes boxeurs là, sous ses ordres et j'ai l'impression qu'on va entendre beaucoup parler de lui là, dans les années à venir. J'ai un ami qui m'a texté après le combat de Simon King en me disant « Je suis en train de regarder Tyson Fury contre Tom Schwartz et c'est incroyable à quel point le calibre, on voit la différence. Tyson Fury qui a fait une prestation dans le ring,
s'est amusé avec son adversaire Schwartz. C'est tout ce qui a précédé, vêtu comme Apollo Creed dans Rocky IV. Je déteste faire des références à Rocky en termes de boxe, mais là, on n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté. Donc, avec le chapeau. Et... Vraiment un showman pour ses débuts à Las Vegas. C'est ce qu'il fallait. Premier combat avec Top Rank ESPN, là, il fallait absolument mettre toute la gomme, et je pense que cette opération-là, dans l'ensemble, ça a été une réussite totale. Ouais, Fury, c'est le client parfait pour ça. C'est un petit peu un clown dans la vie, et on a vu sur le ring, il s'est amusé. C'est exactement le mot que tu as utilisé, c'est exactement ça. Il s'est amusé avec Tom Schwartz. On l'a vu boxer les mains basses, boxer en gaucher, se mettre dans les cordes pour esquiver les coups, faire des grimaces. Il s'est vraiment amusé, il a eu du fun dans le ring, et il a donné un bon spectacle au public. Du côté de l'Allemand Schwartz, il n'a pas essayé grand-chose, mais il ne s'est pas non plus enfui. Il n'a pas essayé de survivre, il a quand même essayé, mais il n'était juste pas de calibre contre un gars comme Fury, qui a fait du Fury, qui a montré une bonne défense, qui a montré des bons déplacements, des angles d'attaque très variés. Il a vraiment d'excellents instincts de combattant, Fury, ça s'est vu encore. Et il était très relâché, malgré la pression. Il était quand même super relâché. Bon, c'était pas Wilder en face, donc il a déjà vu des bien meilleurs boxeurs que ça en face de lui. Il n'était pas inquiété par Schwartz, donc on a pu le voir très très relax, s'amuser et donner un bon spectacle. Et j'ai bien aimé l'après-combat aussi. Il a montré beaucoup de classe. Il est allé voir Schwartz dans son vestiaire. Il y a une petite vidéo filmée avec un téléphone où on voit Fury aller voir Schwartz dans le vestiaire pour le réconforter, pour lui dire de garder la tête haute, qu'il a essayé, et que Fury allait faire en sorte de ramener Schwartz sur une de ses prochaines cartes, de le faire combattre en sous-carte d'un de ses prochains combats. Donc il a montré beaucoup de classe après le combat, beaucoup de respect envers son adversaire allemand, et ça correspond au personnage, au nouveau Tyson Fury, qui depuis son retour de la dépression et tous les problèmes qui l'ont accompagné, se présente maintenant comme un modèle, un role model en anglais, et c'est difficile de ne pas apprécier le personnage qui semble vraiment authentique. Il joue pas un rôle. On a l'impression que c'est vraiment lui qui parle sans filtre. Le seul petit point, je veux juste qu'il arrête de chanter parce que c'est absolument affreux. Arrête s'il te plaît Tyson, s'il te plaît, pour nos oreilles, pour notre bien. Mais tout le reste continue à faire de la même manière. D'ailleurs, peut-être qu'on se positionne aussi en vue d'un affrontement contre Deontay Wilder qui, lui, clairement, campe le rôle du méchant. Ça va faire un contraste assez frappant là, si jamais les deux boxeurs finissent par s'affronter, parce que c'est rien de gagné. On a vu de l'ouverture entre la famille Top Rank ESPN et Eddie Hearn DAZN. On le voit avec le combat d'unification à 140 livres. Par contre, avec Carl Heyman, on ne peut jamais être certain de rien. Donc, espérons, parce que c'est un combat qu'on aimerait voir, là, une prise 2. Wilder a dit qu'il allait se battre contre lui, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de signé. Mais par contre, si le combat a lieu, ça sera début 2020. Donc, il faut que, entre-temps, Wilder va se battre contre Ortiz, j'allais dire Luis Ortiz. Et il faudra probablement que Fury, lui, dispute un autre combat. Ça ne va pas être un combat contre un adversaire trop dangereux. Ça va être un peu du même calibre que Tom Schwartz, un combat qu'on sait qu'il va gagner, mais où il va donner un spectacle. C'est vraiment en attendant cette revanche contre Wilder, parce qu'il ne peut pas risquer. Il va y avoir beaucoup d'argent en jeu. Tu ne veux pas risquer ce montant-là en allant affronter un boxeur trop dangereux qui va te faire perdre ce montant d'argent. Adrien, il y a des gens à qui la controverse colle à la peau. Et là... Je sais où tu t'en vas. J'aimerais ça te dire que... leur donner une pause, de ne pas frapper sur des gens à terre, mais Robert Byrd et sa conjointe Adelaide Byrd ont été impliqués dans une foire lors de la super série mondiale de boxe. C'était présenté en Lettonie, Mariusz Brædis qui affrontait Krzysztof Glowacki. La controverse avait commencé en amont parce que on avait dit la semaine passée, Glowacki va défendre son titre de la WBO et le WBC va sanctionner ce combat-là. Et là, coup de théâtre, le WBC a décidé de se retirer parce qu'on disait, la commission athlétique essayait, ou les promoteurs, d'imposer les juges alors que la décision devrait revenir uniquement à la commission athlétique. Finalement, on a décidé de ne pas sanctionner le combat et il s'est passé des scènes
disgracieuse C'était horrible. dans l'arène. Horrible. C'était le conflit, c'était sur les juges et aussi sur l'arbitre qui était Robert Byrd, et Adelaide Byrd, elle était choisie comme une des juges. Bon, peut-être que Robert était jaloux de l'image que projette sa femme, qui est bien connue pour des cartes de pointage fantaisistes. On s'en souvient, le premier combat entre Canelo et Golovkin, mais il y en a eu d'autres. C'était pas son premier rodéo. C'était pas sa première Ouais. et sa dernière. Non. Et Robert Byrd a fait en sorte d'accompagner un peu sa femme dans ce cirque. Ça a été, dans mes souvenirs, la pire prestation arbitrale, c'était Russell Mora dans un combat entre Joseph Agbeko et Abner Mares. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y avait eu à peu près 45 coups bas. Agbeko avait été compté alors qu'il avait reçu un coup directement sur la coquille. Enfin, c'était une prestation horrible. Et là, Robert Byrd, il est venu mettre sa candidature pour la pire prestation arbitrale qu'on a pu jamais voir. Il a complètement perdu le contrôle de ce combat-là au deuxième round. Il y avait déjà eu des petits accrochages dans le premier, mais rien de bien méchant. C'était un combat physique entre deux gros bonhommes. Exactement. C'était des lourds légers. Et au deuxième round, il y a eu un accrochage. Glowacki a envoyé un coup en arrière de la tête de Briedis, un coup qui est bien évidemment illégal, mais c'est la suite qui est importante, c'est que Briedis lui a répondu avec un coup de coude en pleine mâchoire, directement sur la mâchoire. On a vu au ralenti, il l'a encaissé de plein fouet, Glowacki. Il est allé au tapis, allongé sur le ventre, et là Robert Byrd est arrivé, lui a tapé sur l'épaule, lui a dit ferme-la, relève-toi, arrête de jouer la comédie, relève-toi tout de suite. Il s'est relevé tant bien que mal. Pendant ce temps-là, Byrd a enlevé 1 point à Briedis. Alors déjà, ça c'est une erreur. Il faut que tu enlèves minimum 2 points, c'est une faute volontaire. Et il était très très bien placé pour le voir. On le voit au ralenti, c'est devant lui, là, juste là. Tu dois enlever, c'est une faute volontaire. Il savait très bien ce qu'il faisait, Briedis. Et c'est une faute violente qui a affecté Glowacki. Tu dois enlever minimum 2 points. À mon avis, ça aurait dû être une disqualification. Mais là, tu es à Riga, en Lettonie. C'est un laiton, Briedis, c'est la vache à lait de la Super Série mondiale de boxe pour cette catégorie. C'est le boxeur le plus populaire du tournoi. Ils ne veulent pas le perdre. Il y aurait eu une émeute si tu le disqualifies à Riga. Le minimum que tu puisses faire, c'est lui enlever 2 points et de laisser au moins 5 minutes. Il a 5 minutes pour récupérer d'une faute, Glowacki. Et s'il ne peut pas continuer à cause d'un coup illégal, et ben là, c'est une disqualification. Au pire, tu le fais comme ça. Tu ne le disqualifies pas directement. Tu attends que Glowacki te dise qu'il ne peut pas continuer avec l'avis du médecin. Et là, tu le disqualifies parce que c'est une faute volontaire. Mais non, il lui a enlevé un seul point. Et il a laissé après 30 secondes à Glowacki pour récupérer. Et après, il a fait « Allez, vous retournez vous battre ». 15 secondes après, Glowacki au tapis. Il a encaissé une solide droite. Il est allé au tapis. Il restait 10 secondes dans ce round-là, dans ce deuxième round. Quand Glowacki s'est relevé. Et là, la cloche s'est mise à sonner, frénétiquement, ding, 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 pendant 15 secondes. Et Robert Byrd a 74 ans, il est un petit peu dur de la feuille, il n'a pas entendu la cloche. Donc il a laissé les boxeurs continuer pendant 15 secondes. Glowacki, qui avait encaissé un coup de coude qui l'a affecté, qui était retourné au tapis, est retourné encore une fois au tapis, 15 secondes après la fin du round. Il a été compté par Robert Byrd. Et après, on voit dans le fond, au bord du ring, le clan de Briedis, 2 personnes qui font partie de son entourage, pas direct, mais je ne sais pas exactement quel est leur rôle, mais de l'entourage de Briedis, qui fait signe à Robert Byrd, c'est terminé. Robert Byrd le regarde, ah bon, il arrête Glowacki. Il met fin au combat parce qu'il y a des gens du clan de Briedis qui lui disent que c'est terminé. Et après, il lui rappelle, non, c'est pas le combat qui est terminé, c'est le round qui est terminé. Ah ok, bon ben retournez dans vos coins. L'entraîneur de Glowacki était dans tous ses états, mais Robert Byrd, il a engueulé les officiels en disant j'ai pas entendu la cloche. Briedis, lui, après le combat, a avoué qu'il avait entendu la cloche, mais qu'il a dit l'arbitre, il m'a pas arrêté, moi j'ai continué. Il a dit aussi qu'il avait fait exprès son coup de coude, que c'était un réflexe de ses expériences de Muay Thai. Mais bref, le troisième round a repris, ça a duré quelques secondes, 20 secondes je pense, et Glowacki, qui était clairement plus là, est retourné une troisième fois au tapis, le combat a été arrêté, mais les dégâts avaient déjà été faits dans le deuxième round. Un des pires rounds que j'ai jamais vu, c'était la foire complète.
Et Robert Byrd a complètement perdu le contrôle de la situation. Je pense qu'à 74 ans, avec une performance comme ça, on peut lui dire merci pour tes services, mais reste à la maison la prochaine fois. C'est dommage parce que là, ça vient mettre une part énorme d'ombre sur les tournois chez les super légers et chez les poids coqs qui on salivait là, aux confrontations. Et là, ça va assurément laisser un goût amer dans la bouche sur le tournoi. Et le clan de Glowacki a déposé un protêt par rapport à ce coup de coude et au combat qui a continué plus loin que la cloche. Ils ont déposé une plainte à la Super Série mondiale de boxe, à la WBO et à la Fédération lettonne. Je pense que la Super Série mondiale de boxe et la Fédération lettonne, c'est pas trop dans leur intérêt de taper sur Briedis. Peut-être que la WBO, elle, va réagir, surtout après tout l'imbroglio avec le WBC qui, pour une fois, paraît bien dans cette histoire. Ils ont peut-être pas fait exprès, mais ils paraissent bien. Mais c'est vraiment, on va en parler pendant longtemps de ce combat-là parce que c'est pas de la boxe qu'on a vu. Ce qui a mis fin au combat, ce qui a vraiment été le début de la fin pour Glowacki, c'est un coup de coude en pleine mâchoire. Ça aurait dû être une disqualification et là, Briedis gagne et passe en finale. Et on est privé d'un bon combat parce que c'était un combat qui aurait été excellent entre ces deux boxeurs-là. C'est très dommage et ça a donné des scènes surréalistes. Je vous conseille d'aller retrouver ça sur... vous allez voir présenté notamment sur DAZN. Ouais, mais vous allez trouver ça sur YouTube, sur Dailymotion. Peu importe où vous allez chercher, vous allez trouver cette scène-là. C'est hallucinant. Précédemment, bien, il y avait l'autre demi-finale entre Dorticos et Tabiti et le conte de fées en guillemets de Tabiti s'est arrêté, la défaite par knockout au 10e round. Ouais. Il a quand même bien fait Tabiti. Il a montré une bonne défense. C'est ce qu'on s'attend de la part d'un boxeur qui est entraîné par Floyd Mayweather père. Bonne défense, assez vif, des bons contres, mais il n'en a pas fait assez. Pas assez actif. C'est souvent le défaut des contreurs qui sont uniquement des contreurs. C'est que parfois tu fais rater l'adversaire, mais si tu le punis pas, tu ne vas pas lancer assez de coups. C'est ce qu'il a fait, Tabiti. Il a eu aussi beaucoup de mal avec le rythme de Dorticos. Dorticos est beaucoup plus large, c'est un gros bonhomme. Et il lance beaucoup de coups pour un gars de sa stature, de sa carrure. Il a fatigué Tabiti. Et on a surtout vu une différence dans l'expérience. Au niveau de la manière de s'adapter, Tabiti s'est battu de la même manière pendant tout le combat, alors que Dorticos, lui, au début, il visait la tête. Il a vu que Tabiti avait des très bonnes esquives, qui passait souvent dans le vide. Donc il a dit, ok, la tête bouge, je vais descendre au corps. La tête peut bouger, mais le corps, il bouge pas. Il a atteint régulièrement au corps, ça l'a fatigué, Tabiti. Il a baissé de rythme plus le combat avançait. Et il a fini par se faire mettre KO, un très très beau KO. Les deux lancent une droite en même temps. Celle de Dorticos arrive en premier. Et ça décuple l'impact parce que Tabiti rentre dans cette droite-là. C'était en plein visage, c'était terminé tout de suite. Il n'y a pas eu de compte de l'arbitre, il a arrêté tout de suite le combat. Tabiti était allongé sur le dos et ça se voyait qu'il ne se relèverait pas. Un des beaux KO qu'on a vu cette année. Et Dorticos, en finale, si on va voir l'imbroglio avec Briedis, s'il y a une décision ou quoi. Mais si c'est un combat entre Briedis et Dorticos, ça va être très intéressant parce que Dorticos, il cogne très fort. Briedis, à mon avis, est plus constant. Mais ça va donner un bon combat si ces deux-là s'affrontent. J'avais oublié de parler en sous-carte de Fury contre Schwartz. Jesse Hart, qui faisait ses débuts chez les Minours, affrontait un vétéran, Sullivan Barrera, 2 défaites en carrière contre André Ward et Dimitri Bivol, 2 boxeurs qui sont invaincus. Donc, on se demandait où on allait placer Hart, surtout 2 défaites crève-cœur contre l'ancien champion à 168 livres, Gilberto Ramirez. Et Hart s'est bien débrouillé, victoire par décision unanime des juges. Oui, il a très bien paru. Il a dominé Barrera, il l'a envoyé au tapis au 8e round. Si j'ai un petit bémol, c'est qu'il est parfois très large dans ses coups et quand il est agressif, parfois il perd un peu sa forme. Si tu veux, il commence à lancer des coups un petit peu n'importe comment et il est ouvert, il ouvre la porte à des contres. Mais dans ce combat-là, il a dominé Barrera et je trouve qu'il a la carrure pour réussir à 175 livres du haut de ses 6 pieds 3 et surtout sa grande portée, 77 pouces, c'est la même portée qu'avait Adonis Stevenson, mais Hart a la taille en plus. Il a réussi à amener sa puissance dans la catégorie supérieure en envoyant Barrera au tapis. Il l'a sonné aussi une autre fois plus tôt dans le combat. Ça n'a pas été compté comme un knockdown. Ça aurait pu, mais ça ne l'a pas été. Mais dans l'ensemble, il a dominé le combat assez largement.
on peut voir qu'il va poser des problèmes à d'autres boxeurs chez les lourds légers. Le petit bémol que j'ai, c'est que ce n'était pas le même Sullivan Barrera qu'on a vu contre Bivol. C'était un Sullivan Barrera qui ressentait le poids chacune de ses 37 années. Il a vraiment frappé un mur depuis ce combat contre Bivol. Il était beaucoup plus lent, il paraissait plus avoir le timing. J'ai vu vraiment une différence marquante. C'était pas le même boxeur qu'on connaissait. Donc il va rester un bon gatekeeper, Sullivan Barrera, mais il ne faut pas non plus comparer la prestation de Bivol et d'André Ward à celle de Hart, parce que c'était pas vraiment le même boxeur en face, mais ça reste une belle victoire pour Jesse Hart qui se place. Très très bon nom à son tableau de chasse. Oui, et ben, ça met la table à toutes sortes de possibilités pour Jesse Hart. Là, que ce soit un troisième combat contre Ramirez ou encore un des nombreux autres mi-lourds sous contrat avec Top Rank ESPN. Lui, ce qu'il veut, c'est sa revanche. Il veut finalement gagner un combat contre Ramirez. C'est pour ça qu'il est monté, parce qu'il n'avait pas de difficulté à faire le poids à 168. Il est vraiment allé chercher son rival. Il l'a suivi pour finalement décrocher une victoire contre lui. On lui souhaite de voir un troisième combat. Les deux premiers avaient été excellents, des combats très serrés. J'espère en voir un troisième. Mais même si ce n'est pas un combat contre Ramirez, ça peut être contre n'importe qui d'autre des tops de la catégorie. Il va leur donner un bon combat. Le temps file, on va faire un petit mot sur le combat entre Josh Warrington et Kid Galahad. On s'attendait beaucoup à ce combat-là, confrontation entre les deux boxeurs du Yorkshire, et ça s'est terminé dans la controverse. J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que décision partagée, deux cartes de 116, une carte plutôt 116-113, une autre de 116-112 pour Warrington et une carte de 115-113 pour Galahad. Est-ce que ce dernier avait remporté le combat? Écoute, c'est très dur à dire parce que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment une question de goût des juges, mais ça a été un combat beaucoup plus dur que prévu pour Warrington. Tout ça parce que Galahad a une très très bonne défense. Son idole, c'est Prince Nassim Ahmed. On a pu voir pourquoi. C'est pas le même style, mais il a une très bonne défense, des très bons déplacements, des mouvements de tête. Il a des contres assez vifs. Je trouve qu'il a été par contre... Il n'en a pas fait assez par rapport à Warrington, qui est connu, lui, pour son volume de coups et qui n'a pas réussi à boxer son combat habituel, justement à cause de cette défense de Kid Galahad. Il devait faire attention à ne pas lancer trop de coups parce qu'il passait dans le vide, il se faisait contrer. J'ai trouvé Galahad impressionnant en début de combat. Par contre, il a baissé un peu de rythme plus tard. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il a beaucoup accroché. Dès que Warrington entrait un peu proche... Il lui accrochait les deux bras et l'arbitre aurait dû sévir parce que c'était systématique et tu n'as pas le droit. Tout simplement, tu n'as pas le droit. Il faut à un moment donné que l'arbitre limite les accrochages et quand c'est systématique à chaque fois, eh ben là, il doit intervenir. Il ne l'a pas fait. Donc ça nous a privé un petit peu d'une fin de combat plus intéressante. Je pense que Warrington a quand même repris un peu le dessus en fin de combat, mais c'est ce qu'on voit souvent dans les décisions comme ça très serrées, c'est qu'il y a des juges qui préfèrent le boxeur qui avance et qui presse l'action. Il y en a d'autres qui préfèrent le boxeur qui esquive et qui contre. Mais je trouve que si Galahad avait lancé un peu plus de coups, il était plus précis. Donc il aurait amélioré cette marge-là, si tu veux. Il n'aurait pas laissé le choix au juge de lui donner certains rounds qui étaient serrés. Alors que là, dans les rounds serrés, peut-être que certains des juges ont donné l'avantage à Warrington qui avançait. Mais dans l'ensemble du combat, je trouve que Warrington n'a pas très bien paru et Galahad paraissait plus en contrôle, si tu veux. Mais après, quand tu découpes ronde par ronde, c'est pas un scandale que ça soit une décision partagée, mais ça aurait très bien pu être à Galahad et il n'y a personne qui aurait pu se plaindre. Adrien, on aime ça souligner le travail des officiels québécois qui se distinguent à l'étranger. On parle souvent de Michael Griffin qui est appelé à arbitrer un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, mercredi, au Japon, il y avait un Québécois qui jugeait son premier combat de championnat du monde. Donc, félicitations à Richard Blouin qui a travaillé sur le combat entre Kazuto Ioka et Aston Palicté. C'est un combat pour le titre vacant des super mouches de la WBO, actif depuis 2014, a jugé quelques combats pour des titres mineurs et là, cette fois-ci, il avait la chance d'entrer dans les grandes ligues. Vraiment, une ascension fulgurante là, dans le monde de la boxe professionnelle. Un juge qui a très, très vite gagné énormément de ses lettres de noblesse. Souvent, il était déjà connu dans le milieu avant. Oui, tout à fait. Un collaborateur jadis sur le grand club de RDS, il y a de cela plusieurs années.
Alors voilà, félicitations à notre ami Richard Blouin. Je mentionnais, c'est notre dernier épisode de la saison. On va peut-être revenir sporadiquement pendant l'été, mais on n'y sera assurément pas la semaine prochaine, d'autant plus avec les congés fériés. Je veux absolument parler du gala de groupe Yvon Michel qui va être présenté au cabaret du Casino de Montréal. C'est la deuxième défense de titre de Marie-Ève Dicker, championne des poids super mi-moyen de l'IBF. D'ailleurs, sais-tu qui va avoir la chance de devenir championne des super mi-moyennes prochainement? Oh, c'est Clarissa Shields. Clarissa Shields, qui, on semble, on fait tout pour lui donner les ceintures par pratiquement la poste, parce que au final, elle va avoir battu 2 boxeuses qui étaient championnes. Sinon, c'est toujours des combats pour des titres vacants. Ouais. Quand même assez particulier. Mais c'est impressionnant. Ce qui m'impressionne, c'est qu'elle descend à chaque fois. Passer de 168, 160 et là à 154, c'est pratiquement pas subtil à quel point on essaie de se retrouver avec Cecilia Braekhus. Vous l'aurez appris ici en premier. Dicker va être opposé à une boxeuse suédoise, la fierté de Malmö, Maria Lindberg. Et elle a un point en commun avec Mikaela Loren, pas juste qu'elle est suédoise, c'est facile, mais elle aussi, dans la quarantaine, est âgée de 42 ans, une fiche de 17 victoires, 4 défaites. C'est incliné son dernier combat, son avant-dernier combat plutôt, c'est en championnat du monde contre la championne polonaise Ewa Piotrkowska et défaite par décision majoritaire. Est-ce que ça risque d'être plus compliqué pour Dicker pour cette deuxième défense? En même temps, on choisit un adversaire. On sait exactement ce à quoi on a affaire. Oui, je pense qu'on choisit un adversaire qui correspond bien à Marie-Ève Dicker. Je ne pense pas qu'elle aura trop de difficultés. Ça reste une boxeuse expérimentée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra faire des comparaisons avec Christina Hammer, qui est une des très bonnes boxeuses sur la scène internationale en boxe féminine. Un adversaire très, très crédible. Et qui l'a battue 2 fois, Maria Lindberg. Donc, ça va être intéressant de pouvoir comparer la prestation de Marie-Ève Dicker avec celle de Christina Hammer. Après, je pense qu'elle va l'emporter par décision comme d'habitude, mais elle est plus mobile, elle est plus raffinée dans sa boxe que Lindberg, qui est de l'ancienne génération où on est un peu plus physique que technique. Sinon, également, sur cette carte, Michael Zouski, enfin un combat important pour lui, dans la mesure où, oui, il affronte Abner Lopez, mais c'est surtout qu'il y a 3 ceintures nord-américaines à l'enjeu. Bon, il était déjà détenteur du titre international du WBC. Il aura l'occasion d'ajouter le titre de la NABO et celui nord-américain de l'IBF chez les poids mi-moyens. Donc, une victoire lui ouvrirait assurément les portes du top 15 d'au moins 2 associations. On sait qu'à l'IBF, c'est toujours compliqué, mais en même temps, Michael Zouski a une feuille de route qui n'a pas commencé la semaine dernière. Il a beaucoup de bagages. Ça va déjà être son 34e combat depuis le début de sa carrière. Donc, on peut espérer au moins qu'on va le classer à l'IBF, même si c'est juste le titre nord-américain. Dans son cas, c'est maintenant ou jamais. On veut y aller d'une performance spectaculaire parce qu'on veut, à un moment donné, les combats faciles pour garder la forme. On veut éviter ça au possible. On a déjà eu la chance contre Ponomarev il y a quelques années. Malheureusement, performance en demi-teinte, défaite. Là, on s'est rebâti la confiance. Là, c'est le temps, c'est l'heure des examens. Ouais, il y a eu beaucoup de flottements dans son cas pendant plusieurs mois, pendant même peut-être plusieurs années. Et donc là, il revient un petit peu là où il était. Sa courbe a redescendu et là, il est remonté là où elle était à son plus haut. Donc, on peut que lui souhaiter de remporter ces 3 ceintures-là. Mais c'est vrai que c'est le moment ou jamais parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau pas de recul et de reprendre une longue période pour remonter les marches une par une. Donc il faut qu'il offre une belle performance pendant ce combat-là. Non seulement qu'il l'emporte, mais qu'il l'emporte de manière convaincante. Sinon, également sur cette carte, Francis Lafrenière, un autre boxeur qui est capable de vendre des billets. Thierry Ozias, Wilfrid Seilly, Louis Jourdain et Marie-Pierre Houle, qui avait énormément impressionné là, à son premier combat il n'y a pas si longtemps. C'était justement en sous-carte du Gala Grand Prix avec Shaquille Finn. Donc, de retour dans l'arène dans l'espace de 3-4 semaines. Beaucoup d'actions sur la scène internationale cette fin de semaine. On va y aller quand même assez rapidement. Ça commence jeudi 21h sur la page Facebook Golden Boy Fight Night. Demetrius Ballard qui affronte Elias Espadas. Ballard, c'est un des bons espoirs chez les poids moyens. Il dispute un 2e combat cette année. Il a vaincu Victor Fonseca en mars. C'est classé 31e au WBC. Affronte un boxeur qui a quand même une pas pire fiche.
9 victoires à ses 10 derniers combats. Sa défaite contre Yamaguchi Falcao, médaillé de bronze à Rio, qui lui a été battu par Christopher Pearson le 2 mai dernier. Une certaine surprise. Donc, va permettre à Ballard de poursuivre son ascension et de se comparer un peu aux autres espoirs là, de la division. Oui, Falcao c'était vraiment une surprise quand il a perdu contre Pearson, mais c'était totalement mérité. L'Américain avait offert une bien meilleure performance. Vendredi, 14h sur DAZN, Conor Benn qui affronte Jussi Koivula. Conor Benn, c'est le fils de l'ancien champion des super moyens et des moyens Nigel. Benn, il est en ascension, il affronte un Finlandais. Je ne l'aurais jamais cru avec un nom comme Jussi Koivula. Plus un nom de joueur de hockey. Ouais. Et lui s'est déjà incliné. Il s'est déjà battu à Brampton, en Ontario, en novembre 2017 et avait perdu contre Samuel Vargas, qu'on connaît bien. Vendredi sur ESPN+, Tyrone McKenna qui affronte Dara Foley. C'est un combat pour le titre international des super légers du WBC entre un Nord-Irlandais et un Australien d'origine irlandaise. C'est présenté à Belfast. Promoteur d'ailleurs, plusieurs boxeurs nord-irlandais sur la carte qui affrontent soit des Anglais, des Écossais et tout. Il y a beaucoup d'Irlandais qui se battent en Australie. Ils ont beaucoup plus d'opportunités de combat là-bas. Il y en a plusieurs qu'on a vu sortir dans les derniers mois. Et là, fait intéressant à noter, Foley a beaucoup de respect pour son adversaire McKenna, qu'on surnomme The Mighty Celt, parce qu'il dit, comme moi, c'est un guerrier. Et pour le consoler après sa défaite, je vais lui offrir une pinte de bière. C'est vraiment dans la plus pure tradition irlandaise. Vendredi, encore une fois, ça se poursuit. Ça n'arrête plus. C'est un feu roulant. 21h sur DAZN, Andrew Cancio qui affronte Albert Machado à compter de 21h. Donc, il se retrouve un combat de championnat des superplumes, la WBA. Juste 4 mois que ça s'est produit, le premier combat. Une énorme surprise. Cancio qui avait passé le knockout au 4e round à celui qui effectue alors sa 3e défense de titre. Mais Cancio, lui, avait été au tapis au début du combat. Round. Et là, il avait remis ça 3 fois plutôt qu'une au 4e. Ça avait été un très bon combat, une grosse surprise parce que Machado, on a beaucoup d'espoir envers lui. Il est costaud, il est grand, il est large pour la catégorie. Et Cancio, lui, c'est une très belle histoire. C'est un boxeur qui a un travail à temps plein, qui n'est pas uniquement concentré sur la boxe. Il a son travail à 40 heures semaine. Et après une défaite contre Jojo Diaz, il voulait prendre sa retraite. Son coin, tout son clan, son entourage l'a convaincu de continuer. Et juste après, il est devenu champion du monde en créant une énorme surprise contre Machado. Il l'avait beaucoup dérangé en lançant énormément de combinaisons. Il lance des longues combinaisons de 4, 5, 6, 7 coups qui viennent d'angles différents. Il varie bien ses coups, il varie ses angles. Et Machado, il faut qu'il utilise sa taille. Il faut qu'il le tienne à distance parce qu'il avait accepté les corps à corps et le combat rapproché. C'était pas à son avantage. Il faut qu'il utilise son avantage de taille et de portée, son avantage physique. Également, Angel Akota sur cette même carte qui effectue la 4e défense de son titre des super mimouches de la WBO contre Elwin Soto. Pourquoi ça t'a pas manqué? Porto Rico contre Mexique, c'est toujours un bon classique. Ouais. Et vendredi, 22h sur Showtime, Sébastien Fondora qui affronte Hector Manuel Zabella. C'est un trio d'espoir invaincu. Même à l'origine, les 6 combattants qui s'affrontaient dans le programme triple étaient tous invaincus. Mais là, avec les aléas des blessures, il y a eu quelques changements. Mais bon, si on veut voir la relève de demain, c'est une belle occasion. Samedi, ça se poursuit sur ESPN+. Kieran Smith qui affronte Michael McGurk. L'Écossais, lui, est détenteur de la ceinture internationale d'argent. Wow! Des super mi-moyens du WBC. Tu m'apprends que ça existe? On ne rit plus. Donc, il la défend pour la première fois il a défendu plutôt la première fois contre Ivan Montero, un Mexicain qu'on avait vu contre Erickson Lubin et ton préféré, Michel Soro. Ouais. Et Lee McGregor contre Scott Allen. Édimbourg contre Shotts. Édimbourg-la-Haute contre Shotts, la ville des ouvriers. Mais en même temps, McGregor, lui, a eu sa part d'épreuves dans sa vie. On dit qu'il a perdu 4 proches dans les derniers temps. Donc, se bat à leur motivation. Et le clou de la fin de semaine, dimanche soir à compter de 20h sur Fox, donc gratuitement à la télévision, Jermell Charlo qui affronte Jorge Cota. Mais c'était pas ça l'affiche à l'origine. Mais non, c'était Charlo qui devait affronter Tony Harrison, qui l'avait surpris en décembre dernier à Brooklyn. Mais bon, le nouveau champion,
C'est super mi-moyen du WBC. S'est blessé à une hanche à l'entraînement. Pas une hanche, une cheville. Et a dû déclarer forfait. Cota, lui, a perdu son dernier combat par décision partagée. Et ses deux autres défaites, notamment, là, si on regarde sa fiche, Marco Antonio Rubio et Erickson Lubin. Que Charlo avait démoli au premier round. Victoire que ce boxeur-là a enregistré, rien pour écrire à sa mère. Donc, ça devrait être un combat. Le seul nom connu, reconnaissable à sa fiche, c'est Yudel Johnson, le Cubain, qui n'est pas non plus une merveille. Donc, on se doute de l'issue de ce combat-là. Lubin, qui a battu Cota par KO, s'était fait geler au premier round par ce même Jermell Charlo. On ne fait pas de règle de 3 en boxe, mais ça donne quand même une bonne indication de ce qui va se passer. Sinon, Guillermo Rigondeaux, lui, poursuit son retour après sa défaite contre Lomachenko. C'est un deuxième combat depuis le moment où il s'était fait complètement 1 an et demi, déclassé. Il affronte Julio Ceja, qui lui a déjà été champion intérimaire des Supercoques du WBC. Il revient d'une défaite. Et sinon... D'une défaite contre un gars avec une fiche de 17-4. Franklin Mazania, c'était pas terrible. Et finalement, Ledouane Barthélemy, le frère de Ramsès notamment, mais il y a d'autres membres de sa famille aussi qui pratiquent le noble art. Il affronte José Catellano, qui lui a affronté tout le monde, Léo Santa Cruz, Scott Quigg et Kid Galahad. Voilà. Ça, j'aime ça. Hein? Ça boucle bien la boucle. Ouais. Un rappel, un callback, comme on dit, dans le jargon. Mais pour Rigondeaux, je ne comprends pas trop où va sa carrière. Il a 38 ans. Il se bat contre des faire-valoir. Il est nettement supérieur à ces boxeurs-là. Je ne comprends pas trop ce qu'il a à gagner dans ce genre de combat. Sportivement ou monétairement, ça me paraît très peu intéressant pour lui. Je ne comprends pas trop la direction qu'on prend dans son cas. Ouais, c'est un peu un grand drame. Hein? J'ai jamais été capable de véritablement monnayer son talent parce qu'on disait c'est un boxeur technique formidable, mais c'est aussi un redoutable cogneur. Et c'est pour ça que ça donne des combats plates, c'est que les adversaires, ils veulent pas se frotter à son point. Et là, ben, malheureusement, tu es obligé de faire ses... Et lui, c'est aussi de sa faute parce qu'il est uniquement un contreur. Tu peux être un contreur, mais aussi attaquer, prendre l'initiative de temps en temps pour attirer l'adversaire, pour le piéger. Mais lui, il est uniquement un contreur, c'est qu'il attend. Il attend que tu attaques, et si tu attaques pas, ben, il ne se passe rien. Et c'est ce qui est arrivé assez souvent dans ces combats. Donc, c'est comme ça qu'on fait le tour de l'actualité. Comme à l'habitude, ben, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8, ou encore nos différents comptes Twitter, que ce soit @FPaquin-RDS ou encore @AdrienMeur. Je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion pour écouter ou regarder tous les balados là, qui sont proposés par RDS, notamment j'ai assez hâte, comme je le dis tout le temps, à la volée, qui va mettre... Max et Max pour nous préparer pour Wimbledon. Vous pouvez visiter également l'application RDS ou encore iHeartRadio. Puisque c'est la dernière de la saison, j'aimerais en profiter pour remercier tous ceux qui sont passés à l'antenne au cours des derniers mois. Je pense à Roch Carignan, Jean-Luc Legendre, Jean-Philippe Arcan, Frédéric Daigle, l'inimitable Laurent Poulain, ainsi que Vincent Morin. Évidemment, Adrien, j'aimerais te remercier parce que sans toi, ce projet-là n'existerait pas. Et je remercie également le prodige de la mise en onde, Olivier Côté, dont j'ai massacré à plusieurs reprises le nom au cours de la saison. Je m'en excuse et cette fois-ci, j'ai réussi. Donc, au nom d'Adrien Meur et d'Olivier Côté, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt. Ciao.